Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le 30 d'ailleurs, voilà, je viens de le voir sur la chaîne en ce moment. Bon, le numéro n'a rien à voir, hein, c'est juste pour vous situer plus facilement lesquels vous avez déjà vu. Du coup, quelques petites news de la chaîne pour commencer vite fait. Premièrement, c'est que j'ai fini d'assembler au moins le système de test du Ryzen 7700X. Je dois encore mettre... En fait, je vais passer dessus, donc je dois d'abord faire les benchmarks sur mon ancien PC pour point de comparaison, évidemment. Et puis, passer dessus entièrement. Donc, ça requerra de trier la plupart de mes fichiers et tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Bon, maintenant, j'ai un NAS. Donc, là, j'avais pas encore le NAS quand j'avais mon ancien PC. Donc là, je vais vraiment essayer de mettre un maximum sur le NAS. C'est le plus, on va dire, indépendant possible. Parce que le problème, c'est quand vous devez réinstaller Windows, c'est toujours... Oh, il faut que je réinstalle tous les programmes divers et variés que j'ai. Ben, moi, j'en ai pas mal. Très spécifiques même des fois. Et puis, remettre toutes les données au bon endroit et tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc, si j'en ai un maximum sur le NAS, synchronisé automatiquement, ça règle le souci. Donc ça devrait arriver. Ça devrait donner, comme je vous ai dit, pas mal de contenu. On aura... un petit guide d'overclocking très rapide. On aura aussi une vidéo sur la plateforme en tant que telle, donc le X370. On aura aussi une vidéo sur le 1700X en particulier. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Il y a déjà une vidéo d'unboxing qui est sortie de la carte mère si vous êtes intéressé. Et donc ouais. Et plus tard, je passerai au water cooling full entier sur la config. Pour le moment, c'est genre... j'ai un système IOI, donc AIO, comment on dit exactement? Moi je le dis en anglais, je sais pas, à force de regarder des youtubeurs anglais, je le dis en anglais. C'est un système de water cooling tout intégré que vous trouvez chez beaucoup de vendeurs. Et du coup, c'est ce que j'ai actuellement, mais je passerai un full water cooling et ça devrait... Je devrais le documenter en vidéo aussi, je pense que ça devrait être intéressant, parce que ce sera mon vrai premier water cooling, full entier fait par mes mains, donc à voir ce que ça donne, hein. Je verrai bien. Donc, et puis il y avait une autre petite news, c'est oui, je dois encore faire la vidéo sur le VX 15 de Acer, que j'ai déjà renvoyé, parce que c'était un modèle de test, je tiens à prévenir. Donc j'ai fait un maximum de plans pour illustrer de quoi je vais parler. Et j'ai déjà rassemblé un peu ce que je vais parler dessus. Il faut juste que je fasse le tournage, le montage. Donc ça aussi, ça devrait arriver. Je ne sais pas si ça arrivera la semaine, à proprement parler. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça sorte, parce qu'il faut quand même le sortir en temps et en heure. Donc ouais, voilà les petites news de la semaine. J'espère que vous êtes intéressés par le futur contenu. Du coup, commençons directement. Première news très importante de la semaine, c'est la sortie des Ryzen 3. J'ai fait une vidéo là-dessus qui montre clairement où est-ce qu'ils se situent, s'ils sont vraiment bien, tout ça. Je vous conseille d'aller la voir, je ne vais pas en parler plus. Un petit résumé vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu. Les Ryzen 3 sont pas trop mal. Ils ne sont pas non plus genre... parfait à se dire, ouais, c'est clairement ce qu'il faut se prendre à cette gamme de prix, mais ils offrent une très bonne concurrence aux processeurs Intel, donc j'ai juste envie de dire GG AMD, merci de nous offrir plus d'options, et j'espère que ça devrait forcer un petit peu Intel à faire un peu plus d'efforts. Ensuite, on a des news sur Vega, donc on avait donc la Vega Frontier Edition qui est sortie il y a quelques temps, quelques semaines, voire même un petit mois maintenant limite, donc on a quelques news qui commencent à apparaître sur la Vega. Alors, j'en parle surtout pour la simple et bonne raison qu'il y a l'événement spécial qui annonce tout ce qui est au niveau de Vega, qui doit normalement se passer aujourd'hui si je me souviens bien. Sauf qu'il n'y aura pas de live stream malheureusement, mais AMD a dit qu'ils posteront une vidéo après l'événement sur leur chaîne YouTube. Donc on verra bien. Normalement l'événement devra arriver, c'est un événement spécial qui arrive à la fin du mois, je vous en avais déjà parlé. Donc on verra bien ce que ça donnera. Après, évidemment, le mieux, c'est d'attendre les véritables reviews. Il y a un petit peu des leaks qui sortent de benchmark, par exemple, sous 3D Mark et tout ça. Ça peut être intéressant, mais c'est pas vraiment un jeu. Donc, j'attends de voir personnellement. Je préfère pas trop avancer des trucs tant que c'est pas sorti, qu'il n'y a pas des vrais benchmarks. Donc, ouais. Mais au niveau du design, c'est un design assez classique qu'avait introduit AMD il y a quelques temps. Donc... plutôt classique, et aussi une version en limited edition, une édition limitée, qui elle aura par contre un design qui ressemble beaucoup à la Frontier Edition, mais avec une finition grise comme vous pouvez voir. Donc il y aura une version air coolée, mais aussi une version water coolée qui est juste ici. Donc le design est plutôt classe en réalité, j'aime assez bien, c'est simple, sobre mais efficace. Au final, ce que je préfère le plus, je pense, c'est la backplate qui est très sexy. Et c'est celle qu'on verra le plus, parce que quand votre carte graphique est installée, c'est la backplate que vous voyez de toute manière. Donc ça, je
moi, je suis plutôt assez intéressé par cette backplate qui est plutôt classe. Après, comme je vous ai dit, il faut attendre les benchmarks, on verra bien. Ces cartes sont juste... Je sais pas si elles auront vraiment de performance en plus ou autre chose, on verra bien. Dans tout cas, voilà, la version watercoolée sera certainement meilleure, hein, vu qu'elle est watercoolée, mais bon. Une chose est sûre, c'est que quand on voit ça, bon, on se dit que ça ressemble énormément à la Frontier Edition, donc à mon avis, elles seront très proches niveau performance et tout ça, donc on verra bien. Même chose avec les 2 whip-in pour l'alimentation, donc ça indique qu'une carte qui consommera quand même pas mal. Donc ouais, je ne sais pas trop quoi penser de ça. On verra bien quand les reviews sortiront. Ensuite, une autre news, ça c'est très intéressant. Donc ça c'est une news sur un premier CPU AMD mobile qui serait le Ryzen 5 2500U. Pourquoi ce n'est pas le 1500U, je ne sais pas. J'espère qu'AMD va pas commencer à nous brouiller les esprits avec des numéros qui partent dans tous les sens. Ça j'aime pas trop. C'est genre, si tu fais un 1500 et un 1500X en Ryzen 5, la version mobile tu l'as fait... le même nom et puis avec un M ou un U pour dire que c'est genre une version mobile. Tu t'amuses pas, genre, oh, maintenant c'est le 2500U, wow. Je trouve ça tellement... ça n'aide vraiment pas, je pense, les gens au niveau de s'y retrouver. Mais bon, AMD fait ce qu'il veut, je suppose. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que du coup, donc c'est un APU. Donc les APU, c'est un processeur couplé à une carte graphique, ou plutôt un chipset graphique, un GPU, directement sur le même die, qu'on dit ça, donc le même morceau de silicium. Du coup, c'est un peu comme une console au final. C'est d'ailleurs le même genre de processeur qu'on pourrait retrouver dans une console de jeu telle une PS4 ou une Xbox One. Évidemment, là, ça utilise la nouvelle architecture Ryzen et aussi Vega pour la partie GPU. Donc là, on est très clairement pas au niveau d'une console parce que les consoles, elles, utilisent des anciennes architectures ici. Et ça devrait nous donner donc un processeur assez puissant, donc 4 cœurs 8 threads, comme le 1500, hein, 1500X. Et la partie GPU, Vega aurait plus de 700 stream processors, si je me souviens bien. Ce qui est, selon l'architecture Vega, ce qui est pas trop mal en réalité. Ça devrait peut-être la mettre au niveau, peut-être, si on a de la chance, d'une GTX 950. J'avais pu voir un petit peu des gens qui comparent un petit peu dans les commentaires. Évidemment, tant que c'est pas sorti, on peut pas vraiment le savoir. Il y a eu un benchmark dans c'est Ash of the Singularity, si je me souviens bien ici, qui n'est pas vraiment le meilleur jeu pour voir les choses. Donc, c'est même pas vraiment un jeu quand on y pense, mais bon. Dans tous les cas, moi ça m'intéresse. C'est justement l'un des derniers marchés où Ryzen a besoin d'arriver. Et c'est aussi un des marchés où il a le plus besoin d'arriver. Je pense que vous l'avez déjà vu, quand vous achetez un ordinateur portable, Intel se fait plaisir. Se fait très plaisir au niveau des prix. Quand vous voulez un bon portable avec un bon processeur, vous devez souvent débourser les premiers ordinateurs portables avec des Core i5 véritablement 4 cœurs. Donc qui offrent un minimum de performance. Pour des personnes qui voudraient faire du multitâche ou alors juste du montage, ben, ils commencent à 700 €. Et encore, c'est pas les meilleurs modèles, c'est vraiment les modèles les plus bas. Donc ça vous coûtera vite 800-900 € pour un modèle acceptable. Et du coup, ben, ça fait cher, ça fait cher. Donc j'espère vraiment qu'AMD va venir et casser les prix pour qu'on ait un petit peu plus de concurrence, parce que je pense que les gens qui sont sur PC fixe sont contents d'avoir Ryzen qui a un petit peu bouleversé les choses chez Intel. Mais je pense que les gens sur ordinateur portable aimeraient bien en profiter aussi. Et je pense que ça devrait largement aider. Surtout qu'on a vu par le passé que Ryzen, quand vous diminuez la fréquence et que vous diminuez le voltage, Ryzen est vraiment efficace en fait au niveau consommation énergétique. Du coup, s'ils font ce 2500U à, je sais pas moi, 2,8 GHz avec un voltage très réduit, on devra arriver à des performances quand même pas trop mal, et surtout on devra arriver à un processeur qui ne consomme pas trop et ne fait pas trop chauffer le PC portable, ce qui est très important évidemment. Donc ouais, très intéressant, on en verra plus dans le futur évidemment, c'est pas encore sorti. Il y avait aussi la news, on avait vu par le passé avec un Ryzen 7 1700, donc un weaker 16 threads dans un ordinateur portable, ça aussi c'était très intéressant. On verra bien aussi ce que ça donnera s'ils en font un. Ensuite, une petite news, donc ouais, c'est très processeur et carte graphique hein, ces derniers temps, les news. C'est surtout là qu'il y a des trucs intéressants. Au niveau téléphone portable, il y a quelques trucs qui se passent, mais sans plus, donc ouais. Alors, les full spécifications des Core Intel Extreme,
sont sortis. Donc ça, c'est sur la plateforme X299. Donc maintenant, on sait les fréquences, le TDP aussi, l'enveloppe thermique des Core i7, enfin Core i9 qui seront en 12, 14, 16 et 18 cœurs. Donc ça, c'est très intéressant. Le plus intéressant au final, c'est qu'on peut voir ici que donc le plus haut avec toujours le TDP de 140 watts, ce sera évidemment le i9 12 cœurs qui devrait sortir en même temps que Threadripper, donc début du mois prochain, quelque chose comme ça. Donc c'est un 12 cœurs, 44 lignes PCI Express, 2,9 GHz, avec un boost qui va jusqu'à 4,3, ce qui est assez étonnant. Et puis le boost 3.0 qui va même jusqu'à 4,4 et un prix de 1200 $. Donc un assez gros processeur, assez impressionnant. Et après ça, on a par contre le 14 cœurs, le 16 cœurs et le 18 cœurs qui eux sont encore plus impressionnants, mais qui passent à une enveloppe thermique de 165 watts. Donc là, on sera proche des 180 watts préannoncés pour Threadripper qui sont pas encore confirmés apparemment parce que Videocard ne les a pas intégrés ici. Du coup, là, on a aussi, étonnant que ça puisse paraître, on a un boost de fréquence pour le 14 cœurs qui sera à 3,1 GHz. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec un boost 2.0 à 4,3 et un boost 3.0 à 4,4. À peu près la même chose qu'avant en réalité. Un prix de à peine 1399 €. Bon, ça fait cher évidemment. Ensuite, on a 16 cœurs et puis le 18 cœurs qui nous intéresse le plus, je pense, qui sera à 2,6 GHz. C'est pas beaucoup. Il a quand même un bon boost à 4,2, même voire jusqu'à 4,4, mais c'est un peu... Le truc, c'est si vous achetez... Oh, de toute manière, je suppose, si vous achetez ce genre de processeur, c'est pas pour jouer c'est pas pour jouer et c'est pas pour faire des tâches monocœurs. C'est clairement pour faire quelque chose qui a besoin de 18 fucking cœurs. Très clairement. Après, maintenant, on peut se poser la question, on l'a déjà vu, hein, y a d'autres vidéos qui sont sorties d'ailleurs sur les problèmes des VRM sur le X299. Donc si je vous rappelle, les VRM sont assez mal refroidis sur certaines cartes graphiques, pourtant elles sont capables de bien gérer la quantité d'électricité qui passe, c'est juste qu'elles sont mal refroidies par beaucoup de constructeurs de cartes mères. Du coup, pour le moment, ça pose pas trop de problèmes sur les processeurs 8 et 10 cœurs. Mais imaginez le processeur 18 cœurs overclocké, même à juste allez, 4 GHz, ce qui n'est pas si énorme que ça au final. Il va consommer mais une quantité de watts tellement énorme qu'il va surcharger les VRM. Donc ça, on verra ce que ça donnera. J'ai l'impression qu'on va avoir des grosses cartes mères qui vont sortir, qui coûteront très très cher à mon avis, avec des systèmes de VRM encore plus impressionnants. Ce qui est assez étonnant au final, c'est que j'avais vu même dans la vidéo de Gamer Nexus, qui est une chaîne YouTube, ils ont justement fait une analyse des VRM d'une carte mère Gigabyte. Et ce qui était très intéressant, qui disait, c'est qu'au final, vous avez des cartes mères haut de gamme pour le moyen de gamme, donc genre pour les Core i7 7700K, qui ont des systèmes VRM 16 phases, donc assez gros, hein, massifs, hein, qui peuvent gérer énormément de watts. Et puis, sur le haut de gamme, le X299, oui, vous avez des meilleurs VRM, mais juste en 8 phases. Et au final, vous dites, ouais, c'est suffisant, mais genre, c'est bizarre le contraste qu'on a. Après, il l'avait dit aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les cartes mères en X299, hein, à cause de l'énorme chipset, enfin, à cause de l'énorme, plutôt socket. Les 4 slots de RAM de chaque côté, ça prend de la place. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de place pour les VRM. Mais bon, à mon avis, on verra des grosses cartes mères en eATX, donc qui sont plus larges, avec des systèmes de VRM beaucoup plus impressionnants pour ce genre de 18 cœurs. Parce que c'est sûr et certain, le 18 cœurs, vous ne l'overclockerez pas sur les plus petites cartes mères. C'est juste pas possible. Mais par contre, je suis très curieux de voir la fréquence qu'il peut atteindre. Parce que jusqu'à maintenant, les autres Core i9 peuvent atteindre les 4,5 GHz sans trop de problème. Après, avec 18 cœurs, vous avez plus de chances qu'il y a un cœur qui ne soit pas très bon. Donc là, on verra bien. Mais imaginez si le 18 cœurs peut atteindre les 4,5 GHz. J'ose même pas imaginer le niveau de performance de ce monstre qui coûte très très cher, hein, de toute manière. Hein. Je veux dire, même Threadripper n'essaye même pas d'entrer en compétition avec. Clairement, mais après c'est pas comme si beaucoup de gens allaient l'acheter de toute manière. Ensuite, justement une petite news au niveau de Threadripper, ça c'était très intéressant. Il y a une personne qui avait fait une vidéo de delaying. Le delaying, c'est tout simplement vous enlevez le capot qu'il y a sur le processeur,
Donc vous voyez que là, on peut voir l'intérieur du processeur justement. Et ça permet de voir d'abord qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme interface pour conduire la chaleur. Parce que le processeur, comme il y a une sorte de plaque par-dessus, il faut mettre quelque chose pour conduire la chaleur. Actuellement, c'est un gros sujet justement qui fait débat chez Intel, c'est qu'ils utilisent une pâte thermique pas très performante, qui est suffisante, mais pas hyper performante, qui même des fois limite la conduction de chaleur, qui du coup limite l'overclocking, et c'est vraiment pas très bon. Ici AMD, c'est rassurant, utilise toujours de ce qu'on appelle de la soudure, donc le truc est carrément fixé réellement, et ils utilisent du liquide métal, si je me souviens bien, ou c'est même, justement, c'est la soudure, il me semble, ça. Ah oui, c'est la soudure, donc en réalité, c'est-à-dire qu'à température ambiante, le truc est solide. Donc, ce qu'ils font souvent, vous le voyez ici, pour retirer le processeur, c'est qu'ils chauffent la surface, pour que la soudure devienne un peu liquide, ce qui transfère, vu que la chaleur est transférée, et puis après, ils enlèvent sur le côté. Donc la vidéo était assez intéressante, mais elle a été retirée sur YouTube. Je n'ai pas encore regardé la vidéo. Là, justement, il a sorti une vidéo qui dit pourquoi elle a été retirée. Je suppose que c'est AMD qui l'a fait retirer. Mais bon, le plus intéressant surtout, c'est qu'au final, Threadripper, c'est genre AMD Epic en fait. Moi, je croyais que Threadripper, ce serait juste 2 Core Ryzen. Donc, vous voyez les 4 rectangles. Ce rectangle-là, c'est un Ryzen 7. C'est un processeur Weaker 16 threads. Là à côté, c'est un autre Ryzen 7. Encore un autre, encore un autre. Et du coup, ils sont ensemble, liés par l'Infinity Fabric, j'en avais déjà parlé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent communiquer entre eux, en parallèle, entre eux à côté, et entre eux aussi en diagonale. Donc ça, c'est, au final, on pourrait se dire, ah ben c'est un AMD Epic. Non, c'est Threadripper. Donc apparemment, je ne suis pas sûr, c'est pas entièrement confirmé, mais apparemment, en gros, ce qu'a fait AMD, c'est que pour économiser, encore une fois, bah, ils font un gros AMD Epic, et s'il y a des problèmes par exemple sur celui-là et sur celui-là, bah, ils les désactivent tout simplement, et puis hop, ça devient un Threadripper. Mais ce qui était très intéressant apparemment, c'est qu'il ne sait même pas forcément, il désactive 2 cœurs dans celui-là, 2 cœurs dans celui-là, 2 cœurs dans celui-là, 2 cœurs dans celui-là, et hop, ça donne un X cœur, ou même il désactive la moitié des cœurs dans chaque truc, et puis ça vous donne un 16 cœurs justement. Non, ce qu'ils font apparemment, c'est qu'ils désactivent entièrement un de ces processeurs, un autre, et puis ils gardent en entier les 2 autres, pour faire un 16 cœurs. Et apparemment, c'est ce qu'ils utilisent. Et c'est assez étonnant parce que je me dis, est-ce que ça leur permet vraiment d'économiser parce que le truc, c'est que vous dites, il y a littéralement 2 processeurs qui servent à rien là-dedans. 2 Ryzen 7. Bon, s'ils ont été désactivés, c'est qu'ils avaient des problèmes, certainement. Hein, mais peut-être que ça aurait pu donner un Ryzen 5 ou un Ryzen 3 à la limite. Donc c'est assez étonnant. Mais il faut aussi tenir compte qu'évidemment, c'est que vous ne pouvez pas vraiment entièrement tester un processeur tant que vous ne l'avez pas vraiment assemblé comme il est actuellement. Donc je suppose que vu qu'ils assemblent des AMD Epic 32 cœurs, des fois il y en a qui justement ne sont pas, ils ne peuvent pas atteindre leurs 32 cœurs. Peut-être qu'ils peuvent atteindre leurs 24 cœurs, donc ça vous donne les Epic 24 cœurs. Et puis peut-être des fois non, juste ça passe pas. Et ça nous donne justement peut-être Threadripper comme ça. Mais c'est quand même assez étonnant. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir une review, certainement la review de PC Perspective qui enquêtera un petit peu là-dessus. Ou peut-être qu'ils se renseigneront. J'aimerais d'ailleurs voir si quelqu'un peut pas justement avoir un ingénieur d'AMD qui explique pourquoi ce choix-là. Mais clairement, à mon avis, c'est pour les économies. Mais c'est juste, je me dis, il y a quand même 2 processeurs qui servent à rien là-dedans, quoi. Et aussi des gens évidemment qui se disent, hey, si on pouvait les réactiver ces cœurs. Parce que AMD était connu pour ça à une époque. J'ai d'ailleurs eu un processeur, donc c'était un Phenom 2 X3. C'était un processeur 3 cœurs. Donc là, vous dites 3 cœurs, c'est bizarre. Et qui, du coup, son 4e cœur était désactivé. Et avec un bête changement dans le BIOS, vous pouviez le réactiver. Alors, il y en a qui n'étaient pas très stables. Mais moi, il était plutôt stable. J'ai même overclocké. Je l'ai mis à... Je crois que j'avais mis à l'époque à 3,2 GHz. Ce qui était l'équivalent, du coup, du plus haut de gamme chez AMD. Qui était le Phenom 2 X4 955, alors que j'avais juste pris un Phenom 3 X3 720 qui lui coûtait limite 2 fois moins cher, et j'avais pourtant un processeur limite 2 fois plus puissant, donc ça, enfin pas 2 fois plus puissant, qui était quand même beaucoup plus puissant.
Donc ça, c'était plutôt cool. Et bon, évidemment, il y a des gens qui se disent, imaginez, si vous prenez un Threadripper 16 cœurs, vous pouvez le retourner le remonter, enfin le réactiver des cœurs et même le transformer juste en un 24 cœurs. Ce serait plutôt cool, mais j'y crois pas trop. À mon avis, c'est vraiment désactivé de manière beaucoup plus... c'est pas juste un switch dans le BIOS, c'est à mon avis une désactivation physique. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Donc ouais, voilà, Threadripper et on va dire son architecture très particulière de 4 Ryzen 7 collés entre eux. Oui, collés entre eux. D'ailleurs, le terme collé apparemment est correct parce qu'il est utilisé par AMD. C'est juste qu'évidemment Intel l'utilisait d'une manière un peu péjorative, mais réellement c'est un terme qui est correct au niveau technique parce qu'ils l'ont utilisé eux-mêmes, même si ça ne veut pas dire juste coller entre eux. Hein. Mais bon, c'était assez intéressant de le savoir ça. Donc voilà, Threadripper. Ensuite, une petite news au niveau de Flash. Flash va enfin mourir, enfin. C'est pas trop tôt. Donc en 2020, Flash devrait mourir, tué enfin par Adobe. Donc Flash, qui a quand même pas mal aidé au début du web à apporter des médias animés et tout ça, est vite devenu une source de virus très importante, au point même que la plupart des sites le désactivaient, la plupart des navigateurs même ne l'utilisaient plus vraiment. Donc Adobe va vraiment officiellement tuer le Flash d'ici 2020, et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Flash aurait déjà dû disparaître depuis 2 années de toute manière. Donc voilà. RIP Flash, merci de ce que tu as fait, mais voilà, tu es devenu... c'est une phrase, je sais plus d'où elle vient, c'est une phrase, la phrase c'est genre, si vous vivez suffisamment longtemps, vous vous voyez devenir le vilain. Je sais plus si c'était quelque chose comme ça, c'est genre, si vous êtes le gentil et que vous vivez suffisamment longtemps, vous devenez en gros un vilain. Et bien, c'était à peu près le résumé de Flash. Ensuite, l'USB 3.2 qui a été annoncé au niveau de ses spécifications. Donc, je vous rappelle que l'USB c'est fait par plein de sociétés ensemble qui se mettent d'accord sur les spécifications. Donc, ils ont annoncé les spécifications officielles. Ça ne veut pas dire que vous pourrez acheter quelque chose avec de l'USB 3.2 d'ici demain, hein, mais ça veut dire que ça arrive. Et du coup, donc, c'est juste une upgrade de vitesse. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux choses qu'il faut bien séparer. Donc, vous avez le connecteur physique qui peut être l'USB type C, donc le nouveau connecteur, ou l'USB type A, l'ancien connecteur. Et puis, vous avez aussi la technologie derrière qui, elle, s'occupe de justement faire le transit de données. Et là, ben, c'est pas la même chose. Donc là, c'est une nouvelle norme en 3.2 qui, du coup, vous offrira beaucoup plus de performance. Donc, si je me souviens bien, ça vous... Ouais, voilà, jusqu'à 2 gigas à la seconde. Non théorique, hein, juste vraiment 2 gigaoctets à la seconde de données. Bon, évidemment, avec si vous avez un SSD qui suit, sur un seul port USB. Et ça, c'est très impressionnant. Donc, on verra ce que ça donnera. Évidemment, vous aurez une version en USB type C. Mais apparemment, il me semble qu'on n'aura qu'une version en USB type C en réalité. Pourquoi? Parce que contrairement à la norme 3.1, l'USB 3.2 utilise apparemment du multi-channel. Non, du multi-lane, voilà comment il l'appelait. Donc l'USB avant utilisait une seule ligne apparemment. Et maintenant c'est du multi-lane. Et il n'y a que l'USB type C, le connecteur physique USB type C qui supporte le multi-lane. Donc, visiblement, l'USB 3.2 ne sera que disponible en USB type C. C'est pas hyper grave, hein, parce qu'avec l'USB 3.1 qui est toujours en USB type A, c'est déjà pas mal. Et puis, de toute manière, il faut bien passer à l'USB type C un jour. Donc, ouais, des bonnes performances. Et ça devrait aider pour, par exemple, juste connecter un seul connecteur depuis votre PC jusqu'à peut-être un hub USB, mais pouvoir profiter de bonnes performances sur tous les connecteurs de votre hub USB. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, c'est un truc qu'on avait... Genre par exemple, au bon vieux temps de l'USB 2.0, oui, tu pouvais avoir un hub USB, mais tu branchais une clé USB, tu faisais un transfert de données, la clé USB prenait toute la bande passante pour tout le hub, ok? Donc là, par contre, avec ce genre de technologie, ben, bonne chance pour prendre toute la bande passante, très clairement. Donc ouais, ça c'est très intéressant. Et puis finalement, on a une petite news au niveau de Tesla, au niveau de la Model 3. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, il me semble que je l'avais annoncé mais dans une news précédente. Mais les premières Tesla Model 3 commencent à sortir d'usine. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment
la première, en tout cas chez Tesla, voiture électrique abordable, entre guillemets, qui démarre à 34 000 $, si je me souviens bien. 34 000 $, ça fait quand même beaucoup, mais c'est beaucoup plus accessible qu'une voiture qui coûte 70 000 $, on va être honnête. Et puis, il faut tenir compte que dans certains endroits, vous aurez même des aides, parce que c'est une voiture électrique, vous aurez des aides environnementales qui vous aideront à un peu absorber le coût. Au point même qu'à certains endroits, apparemment, les Tesla Model S étaient genre 2 fois moins chers à cause des aides. Donc là, si vous avez encore des aides, ça vous permettrait de certainement l'acheter pour encore moins cher. Et ça reste abordable. Ça reste cher, mais c'est abordable comparé au Model S. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment lancer, on va dire, pour Tesla en tout cas, vraiment la distribution massive de voitures électriques. Alors, évidemment, les voitures électriques ne sont pas encore parfaites. Je veux dire, déjà, ça dépend de l'électricité que vous mettez dans votre voiture électrique, d'où elle vient surtout, parce que l'électricité, c'est de l'électricité, il n'y a pas vraiment de type. Mais d'où elle vient, si elle vient d'une turbine qui tourne à cause du vent, ok, génial, c'est écologique. Mais si c'est parce que ça vient d'une centrale à charbon, ben, c'est pas très bon pour l'environnement pour autant. Mais une chose est sûre, c'est que un des avantages tout de même, et ça reste, je pense, non négligeable, c'est beaucoup plus efficace de fabriquer beaucoup d'électricité dans un seul lieu, même avec des technologies un peu plus anciennes telles que, je sais pas moi, une centrale au diesel ou quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus efficace de le faire dans une grosse usine plutôt que d'avoir plein de voitures qui ont chacune leur moteur diesel. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Donc même si vous êtes dans un endroit où l'électricité n'est pas forcément produite de manière écologique, c'est toujours plus efficace que d'avoir plein de moteurs au diesel qui se baladent partout. Surtout qu'aussi, quand vous faites dans une usine qui produit de l'électricité comme ça, c'est que vous pouvez facilement filtrer l'air. Si tout le monde doit installer un filtre sur son pot d'échappement, ça devient aussi, encore une fois, un peu plus compliqué. Donc ouais. Et puis il y a aussi d'autres problèmes qu'il faut tenir compte, c'est que souvent ces voitures-là utilisent des métaux rares pour la production, que ce soit pour certaines parties de la batterie ou certaines parties du moteur. Donc même si elle est écologique quand elle roule, même si l'électricité vient de panneaux solaires ou autre chose, la production pollue quand même, donc il faut en tenir compte. Je tiens à le préciser. Mais, bon, ça reste quand même mieux que de continuer à rouler avec des vieilles voitures qui polluent beaucoup. Et c'est on va dire ça, on va dans la bonne direction avec ce genre de véhicule. Il y a aussi, du coup, ils vont étendre aussi leur réseau de superchargeurs, hein, je pense que vous connaissez tous. Donc c'est des chargeurs faits par Tesla, qui sont un peu partout dans le monde, qui permettent de charger votre voiture en 30 minutes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et je le savais même pas, mais d'ailleurs, pour les Model S, si vous avez une Model S, le superchargeur est gratuit. Genre, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ça, je ne savais pas du tout. Par contre, pour les Model 3, c'est payant. Donc, vous le payerez comme du carburant, en quelque sorte. Donc, ouais. Quelques autres trucs intéressants sur ces Model 3. Donc, il y a aussi une version un peu plus longue qui a des meilleures batteries, en tout cas qui a plus de batteries, surtout à mon avis, pour avoir un peu plus de portée. Donc, la version standard a une portée de 220 miles. Donc ça fait... Ouh, alors là, je sais plus trop le truc de conversion. Ça doit être un peu plus de 300 km. Puis la version long range à 310 miles. Donc ça serait un peu plus de 400 km, si je ne m'abuse. Je ne sais plus trop les trucs de conversion, je vais être très honnête. Les vitesses sont assez... Voilà, jusqu'à 130 miles à l'heure en top vitesse. Ce qui est largement suffisant. Hein, c'est largement au-dessus des limites de vitesse hein, dans la vraie vie. Et puis 140 pour la version... long range, donc encore une fois largement suffisant. Ouais, ce qui est vraiment le plus intéressant, je pense, c'est l'autonomie, le prix évidemment, et aussi la durée de vie des batteries. Parce qu'évidemment, des batteries, ça finit par mourir. Alors, elles sont annoncées jusqu'à une durée de vie elles sont garanties en tout cas 8 ans, ou 100 000 miles, ou pour la version long range, 8 ans et 120 000 miles. Ce qui est pas mal, ça va encore. Surtout qu'il faut tenir compte que, évidemment, ce genre de véhicule électrique n'est pas pour tout le monde. Si vous faites beaucoup de kilomètres, c'est pas trop pour vous parce que vous devrez recharger souvent. Mais je pense notamment à des gens qui habitent en ville où ils font juste 10 km pour aller au travail et puis 10 km pour revenir et que c'est surtout dans les bouchons qui passent leur temps.
ce genre de véhicule serait beaucoup mieux pour vous parce que, premièrement, ça pollue pas. Quand vous êtes à l'arrêt, ce genre de truc ne consomme rien. Vous n'avez pas besoin d'éteindre le moteur ou autre chose. Ça ne consomme rien. Et du coup, ça vous donnera quand même une bonne autonomie, même en ville où au final vous ne faites pas beaucoup de kilomètres et vous devrez juste la recharger une fois de temps en temps. Donc ouais. Mais bon, c'est clair, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça, je ne dis pas, tout le monde doit acheter des voitures électriques. Non, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se débrouiller avec une voiture électrique sans trop de problèmes. Et puis, franchement, 220 000, ça va encore. Il y a aussi, du coup, il y a aussi de la concurrence, évidemment. Celle qui était annoncée, c'était voilà, la Chevrolet Bolt, qui, elle, est annoncée à 37 000 $. Et elle a une portée de 238 miles. Donc, elle est à peu près similaire. Mais elle n'a pas autant une aussi bonne réception que la Tesla Model 3, évidemment, qui a apparemment dépassé le million de précommandes. Alors, c'est pas des vraies commandes, c'est juste, en gros, les gens ont mis 1000 $ sur la table et ont dit, ok, j'aimerais réserver ma place. Mais s'ils disent, oh non, finalement, j'en veux pas, ils sont remboursés et ils ne sont pas obligés de la commander. Donc, il faut le préciser. Mais quand même, beaucoup de voitures en prévision, du coup. Donc on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, je suis intéressé personnellement de voir ce qui se passe. Et j'en suis intéressé de voir un petit peu le futur. Donc, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain. Et je vous dis salut à tous.